Le silence dans la maison fut la première chose qui avait commencé à paraître anormale. C'était une sorte de silence particulière, celui qui remplit un espace autrefois occupé par la chaleur. Leur manoir de Chicago North Shore, un monument de verre et d'acier à la réussite de Grant, avait toujours ressemblé plus à une galerie qu'à une maison. Mais dans les premières années, Julia avait rempli ses pièces caverneuses de son rire, de l'odeur de ses pâtisseries, du doux bruissement des plans architecturaux étalés sur l'îlot de marbre. Maintenant, le silence était une entité en soi, lourde et froide, amplifiant le ronronnement du réfrigérateur Sub-Zero et le soupir lointain du lac Michigan contre la rive. Julia Davenport savait que son mari la trompait. Ce n'était pas une découverte dramatique unique, mais une lente et insidieuse érosion de l'intimité. C'était dans la façon dont Grant inclinait maintenant son téléphone loin d'elle, l'écran étant un jardin secret dans lequel elle n'était plus invitée. C'était dans les explications vagues concernant les soirées tardives au bureau, les détails de fusion, les appels d'investisseurs qui paraissaient trop lisses, trop répétés. C'était dans l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien, un léger fantôme floral accroché à la veste de son costume. Ce soir, le fantôme avait un nom. En synchronisant le calendrier de Grant avec le sien, une tâche de routine pour coordonner leur vie sociale stérile, elle l'a vu, une entrée pour demain soir à 20 h à Aurelia, un restaurant du centre-ville ridiculement cher. La note indiquait simplement « Anniversaire NF ». Anniversaire. Leur propre anniversaire de mariage était passé il y a 3 semaines, marqué par un baiser superficiel et une paire de boucles d'oreilles en diamant qui ressemblaient plus à une indemnité de départ qu'à un cadeau. L'ironie cruelle qu'il utilise ce mot pour quelqu'un d'autre était un coup physique, lui coupant le souffle. Elle serra le bord du comptoir en granit, la pierre froide étant une force d'ancrage contre la chaleur soudaine de sa rage. Son premier instinct fut un cri primal, un désir de briser le vase en cristal sur la table du foyer, de jeter ses costumes sur mesure depuis le balcon du 3e étage. Mais ce n'était pas Julia. Elle avait passé 15 ans à réprimer son propre feu pour mieux refléter son éclat, devenant l'épouse calme et encourageante de Grant Davenport, le PDG charismatique de Davenport Dynamics. Une scène était désordonnée, et Julia était, par-dessus tout, méthodique. Au lieu de crier, elle se dirigea avec un calme surnaturel vers le bureau de son mari. La pièce était son sanctuaire, un témoignage de son ego. Un mur était couvert de couvertures de magazines encadrés présentant son visage, Forbes, Fortune, ou Wired. Le titre était toujours le même, le visionnaire, le titan, l'homme qui a réinventé la technologie. Il avait construit un empire, et elle avait été l'architecte silencieuse de sa vie de famille, assurant une existence sans friction pour qu'il puisse se concentrer sur son ascension. Elle s'assit dans son fauteuil en cuir à $1000, le siège encore chaud de sa présence plus tôt dans la journée. Son objectif initial était simple, trouver des preuves. Trouver les emails, les textos, les photos qui donneraient une forme concrète à sa colère. Mais Grant était prudent. Son ordinateur portable personnel était propre, son téléphone verrouillé. La frustration commença à ronger son sang-froid. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le serveur noir élégant, ronronnant doucement dans le coin, ses lumières bleues et vertes clignotant comme une bête endormie. C'était le système nerveux central de toute la maison et, elle le savait, de ses fichiers personnels. Il lui avait donné le mot de passe il y a des années en cas d'urgence. Il imaginait probablement un incendie ou une crise médicale. Il n'avait jamais imaginé quelle serait l'urgence. Ses doigts volèrent sur le clavier. Des dossiers organisés avec une précision d'entreprise défilèrent sur l'écran, investissements, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, discours. Elle les ignora tous, à la recherche de quelque chose de personnel. Puis elle le vit, un dossier enfoui au plus profond d'une partition étiquetée héritage qui portait un nom étrange. Pas personnel, pas privé, mais contingence. La curiosité, froide et acérée, perça sa colère. Elle cliqua pour l'ouvrir. Il n'y avait pas de lettre d'amour, pas de photo de rendez-vous secret. Le contenu était beaucoup plus glaçant. C'était une collection de feuilles de calcul méticuleusement organisées, de relevés bancaires des îles Caïmans et de documents de constitution numérisés pour des sociétés écrans au nom dénué de sens tels que Argent Holdings et Apex Global Venture. Elle ouvrit la première feuille de calcul. C'était un grand livre clandestin. D'un côté se trouvaient les budgets de projets légitimes de Davenport Dynamics, RD pour le projet Chimera, marketing pour le nouveau réseau satellite. De l'autre, une colonne intitulée « Allocation des frais généraux » avec des chiffres prélevés, des millions à la fois, et transférés aux sociétés écrans correspondantes. Julia retint son souffle. Son cœur,
qui battait avec la fureur d'une femme trahie, ralentit jusqu'à un battement lourd et rythmé. Elle fit défiler mois après mois, année après année. Les chiffres étaient stupéfiants. Ce n'était pas seulement un peu de comptabilité créative. C'était du vol à grande échelle au niveau de l'entreprise. Il détournait systématiquement des fonds de sa propre société cotée en bourse, volant les investisseurs même qui le louaient comme un génie. Elle se pencha en arrière dans le fauteuil, le cuir souple devenant soudainement froid et glissant. L'affaire, le mensonge concernant un anniversaire avec NF, était une allumette allumée. Mais ceci, c'était un feu de forêt. La trahison personnelle, aussi vive et profonde soit-elle, fut instantanément éclipsée par l'ampleur de ce crime. Ils n'avaient pas seulement rompu leurs vœux. Ils avaient enfreint la loi, trahi des milliers d'employés et d'actionnaires, et bâti toute leur vie sur une base de fraude audacieuse. La rage ne disparut pas. Elle se transforma. La colère chaude et désordonnée d'une femme bafouée se refroidit, durcit et s'aiguisa en quelque chose de beaucoup plus dangereux, un objectif singulier et cristallin. Grant avait fait une erreur de calcul fatale. Il avait pris son soutien discret pour de la faiblesse, son sang-froid pour de la complaisance. Il avait bâti son trône sur une montagne de mensonges, n'imaginant jamais que la femme assise à côté était celle qui savait exactement où placer la dynamite. Le léger parfum de l'eau de Cologne coûteuse de Grant flottait encore dans l'air du bureau, un rappel écœurant de l'homme qu'elle pensait connaître. Pendant un instant, Julia ressentit une vague de vertige. Le sol semblait s'incliner sous ses pieds. C'était l'homme qu'elle avait aimé, le jeune visionnaire ambitieux qu'il avait conquis avec des promesses de changer le monde. Maintenant, en regardant les chiffres froids et durs sur l'écran, elle voyait ce qu'il était, un voleur ordinaire dans un costume sur mesure. La paralysie ne dura qu'un instant. Puis l'architecte en elle prit le dessus. Un architecte voit une structure non seulement pour ce qu'elle est, mais aussi pour ses vulnérabilités, ses points de tension, le seul mur porteur qui, s'il est enlevé, fera s'effondrer tout l'édifice. L'empire de Grant était une structure magnifique, mais il était bâti sur un mensonge, et elle venait de trouver les plans de sa démolition. Ses mouvements devinrent fluides et précis. Elle récupéra une clé USB cryptée dans son propre bureau, une clé de fer de haute capacité qu'elle utilisait pour ses fichiers de conception sensibles. En la branchant sur le serveur, elle commença le transfert. La barre de progression sur l'écran avançait avec une lenteur angoissante, chaque point de pourcentage étant un tic-tac d'une horloge qui décompte sa destruction. Alors que les fichiers se copiaient, grands livres, confirmation de virement bancaire, documents de constitution offshore, elle ressentit un étrange sentiment de détachement, comme si elle regardait un personnage dans un film. Le chagrin était toujours là, une pierre froide dans ses entrailles, mais il était maintenant enveloppé dans une couche de glace. Pendant que les données circulaient, elle se tourna vers l'ordinateur portable de Grant, ses doigts volant sur le pavé tactile. Elle avait besoin d'une arme, mais pas d'une arme grossière. Elle avait besoin d'un instrument chirurgical, quelque chose qui frapperait avec une vitesse et un impact maximum. Un avocat serait lent, les procédures seraient enfouies dans des manœuvres juridiques. Le conseil d'administration essaierait de le contenir, d'enterrer le scandale et de protéger ses propres intérêts. Elle avait besoin de quelque chose de public, de quelque chose d'explosif. Elle avait besoin de la presse, pas n'importe quelle presse, pas le Wall Street Journal ou le New York Times, où l'histoire serait vérifiée pendant des semaines, filtrée à travers des couches de rédacteurs favorables aux entreprises. Elle avait besoin d'un prédateur, d'un requin qui sentait le sang dans l'eau et attaquait sans hésitation. Sa recherche la mena à un nom qu'elle avait entendu Grant marmonner avec un mélange de mépris et de peur, Adam Nova. Nova dirigeait Market Pulse, un blog financier influé sans concession, célèbre pour avoir révélé d'importants scandales d'entreprise. C'était un journaliste d'investigation de l'ère numérique avec une réputation de source irréprochable et un flair pour le dramatique. Ses articles ne faisaient pas que rapporter l'actualité, il la créait, faisant bouger les marchés et mettant fin à des carrières en l'espace d'un seul après-midi. Il était parfait. Le transfert de fichiers était terminé. Julia éjecta la clé, le petit morceau de métal paraissant incroyablement lourd dans sa paume. C'était le poids condensé de toute leur vie, de chaque mensonge qu'il avait jamais raconté. Elle la glissa dans la poche de son jean juste au moment où elle entendit le bruit qu'elle redoutait, le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Grant était rentré tôt. La panique, chaude et vive, perça son calme glacé. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle avait des secondes. Avec des clics frénétiques et précis, elle ferma toutes les fenêtres, effaça l'historique du navigateur et effaça la liste des fichiers récemment consultés.
Elle se leva de sa chaise juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit, le lourd chêne s'ouvrant vers l'intérieur. « Julia, tu es là. » Sa voix, habituellement si pleine d'autorité, semblait fatiguée. Elle se força à prendre une inspiration profonde et régulière, modelant ses traits en un masque de neutralité placide. Elle sortit du bureau, la main dans sa poche, les doigts serrés autour de la clé USB. Dans le bureau. J'étais en train de ranger. Il desserra sa cravate, son beau visage marqué par la fatigue. Mon Dieu, quelle journée! Le conseil d'administration est sur le sentier de la guerre au sujet des projections du 3e trimestre. Il jeta sa mallette sur une chaise et s'effondra sur le canapé, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Il la regarda, ses yeux bleus cherchant la sympathie qu'il avait l'habitude de recevoir. Je jure qu'il pense que l'argent pousse sur les arbres. L'hypocrisie de la déclaration était si profonde qu'elle en était presque comique. Julia sentit un rire hystérique bouillonner dans sa gorge et le réprima impitoyablement. « Je suis sûr que tu vas gérer ça, dit-elle, sa voix étant une merveille de contrôle. Tu le fais toujours. » Il tapota le coussin à côté de lui. « Viens ici. J'ai besoin d'une minute pour décompresser. » Il avait l'air totalement inconscient, complètement en sécurité dans son monde, dans son pouvoir, en elle. Alors qu'elle s'asseyait, il pencha la tête en arrière et ferma les yeux. « Mes épaules me tuent. Ça te dérangerait ?» Sa peau se hérissa. L'idée de le toucher, d'accomplir cet acte familier de dévouement conjugal tout en tenant l'instrument de son anéantissement, était nauséabonde, mais refuser serait un signal d'alarme. Son esprit hurlait de protestation, mais son corps obéissait. Elle se déplaça derrière lui, plaçant ses mains sur ses épaules tendues. Le tissu de sa chemise était lisse et cher sous ses doigts. Dans son autre main, cachée dans sa poche, le métal froid de la clé USB était une encre secrète, une promesse de ce qui allait arriver. Alors qu'elle malaxait les nœuds dans ses muscles, il soupira avec contentement. « C'est mieux, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Jules. » Elle ne dit rien, se contentant de poursuivre le mouvement, son toucher étant un mensonge parfait. À ce moment-là, elle était deux personnes, la belle épouse, apaisant le corps fatigué du tyran, et la stratège froide et calculatrice, finalisant le plan de son exécution. Et lui, le grand visionnaire, ne voyait aucune des deux. Le lendemain se leva gris et couvert, le ciel de Chicago étant de la couleur de l'ardoise. Le temps reflétait l'humeur de Julia, sombre, lourd et chargé d'une électricité tacite. Grant était parti tôt pour une série de réunions, son baiser sur sa joue étant un geste fugace et distrait qui ressemblait plus à une marque qu'à une caresse. Au moment où sa voiture disparut dans la longue allée, son calme soigneusement construit se fractura, et une vague de nausée la submergea. Elle serra le comptoir de la cuisine, prenant des respirations profondes et saccadées. Pouvait-elle vraiment faire ça? Pouvait-elle faire exploser une bombe qui non seulement le détruirait, mais aussi anéantirait la vie qu'elle avait connue pendant 15 ans? Le souvenir de sa main sur la confirmation de réservation d'une autre femme, la cruauté désinvolte qu'il appelle cela un anniversaire, solidifia sa détermination. Il ne s'agissait pas seulement de sa douleur. Il s'agissait de l'arrogance colossale d'un homme qui croyait être au-dessus des conséquences. Il avait construit un monde pour lui où les règles ne s'appliquaient pas, et elle était la seule à pouvoir prouver qu'il avait tort. Son premier arrêt fut un magasin d'électronique caverneux dans un centre commercial loin de sa banlieue riche. Elle paya en espèces un téléphone portable anonyme et bon marché et une carte de données prépayée. La transaction était illicite, un pas dans un monde d'ombre qu'elle n'avait jamais vu que dans des films. Assise dans sa voiture dans le vaste parking impersonnel, elle activa le téléphone et, en utilisant ces données, créa une nouvelle adresse électronique, veritasledger@protonmail.com. Veritas, vérité. Cela lui semblait approprié. De retour à la maison, elle transféra un seul fichier de la clé USB cryptée vers son ordinateur portable personnel. Elle avait passé des heures la nuit précédente à passer au peigne fin les données, à la recherche du poignard parfait. Elle choisit une page de résumé du grand livre clandestin, un document unique à la fois élégamment simple et tout à fait accablant. Il montrait des honoraires de consultation directe de 7 millions de dollars transférés d'un compte de projet de Davenport Dynamics à Argent Holdings, une société écran pour laquelle elle avait également le document de constitution, indiquant clairement Grant Davenport comme seul administrateur et bénéficiaire. C'était le flagrant délit, autonome et irréfutable. Elle joignit le document à un nouvel email. Le destinataire, adam.nova@marketpulse.net.
Ses doigts planèrent au-dessus du clavier alors qu'elle rédigeait le message. Elle le garda court, dépourvu d'émotion, une livraison froide des faits. Objet, le véritable registre de Davenport Dynamics M. Nova, vous trouverez ci-joint la preuve que Grant Davenport exécute un système de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars par l'intermédiaire de sa propre entreprise. Ce document n'est qu'un parmi d'autres. Les preuves sont authentiques et exhaustives. Vous avez jusqu'à ce soir pour effectuer votre vérification préliminaire et préparer votre article. Vous ne devez pas le publier tant que vous n'aurez pas reçu mon signal. Ce soir, à 20h30, heure du centre, j'enverrai un deuxième email à partir de cette adresse. Il contiendra un seul mot, maintenant. C'est votre signal pour publier immédiatement. N'agissez pas avant de le recevoir. Ce sera la plus grande histoire de votre carrière. N'échouez pas à agir en conséquence. Elle le relut encore et encore. C'était parfait. Cela lui donnait suffisamment d'informations pour voir que l'histoire était vraie, suffisamment de temps pour se préparer, mais cela laissait le contrôle final, le calendrier de la détonation, fermement entre ses mains. Son prochain appel fut à Aurélia. Utilisant son ton le plus glacial et le plus impersonnel, elle fit une réservation, une table pour une personne, s'il vous plaît, au bar, à 20h. Elle devait être là. Elle avait besoin de le voir. Il ne suffisait pas d'allumer la mèche. Elle devait regarder l'explosion de ses propres yeux. C'était une compulsion morbide et glaçante, mais elle ne pouvait pas la combattre. C'était l'acte final de sa vie en tant que Madame Grant Davenport, et elle serait présente pour le baisser de rideau. Avec tout en place, un calme profond et terrifiant descendit sur elle. Elle se tenait au centre du vaste salon silencieux, entourée d'œuvres d'art qu'elle méprisait et de meubles que Grant avait choisis. Ce monde entier, la maison, les voitures, la vie de luxe sans effort, était une imposture, payée avec de l'argent volé. Elle se dirigea vers sa voiture, le téléphone portable lourd dans son sac à main. Elle ne conduisit pas vers la maison, mais vers un lieu de son passé, une petite bibliothèque publique à Evanston où elle étudiait à l'université. Elle se gara dans le parking tranquille, le moteur de la voiture faisant un doux tic-tac en refroidissant. C'était le point de non-retour. Son doigt planait au-dessus du bouton d'envoi sur l'écran du téléphone portable. Une soudaine et violente vague de doute la submergea. Un éclair de mémoire, Grant, 20 ans plus jeune, le visage illuminé d'une véritable passion, esquissant ses idées initiales pour l'entreprise sur une serviette dans un restaurant bon marché. Il avait été brillant alors. Il avait été à elle. La vie qu'ils avaient construite, aussi creuse soit-elle devenue, était toujours leur vie. Était-elle sur le point de brûler sa propre histoire en même temps que son avenir? Puis une autre image fit surface, vive et cruelle, Grant la semaine dernière, riant au téléphone avec quelqu'un, sa voix basse et intime. Il avait levé les yeux, l'avait vue, et son visage s'était refermé, son ton passant immédiatement aux affaires, la facilité désinvolte avec laquelle il mentait, le mépris dans ses yeux qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas voir. Il avait effacé cet homme plus jeune lui-même. Il avait choisi cette voie. Elle n'était pas la destructrice de leur vie, elle était simplement celle qui tendait le miroir. Son doigt se posa. L'écran confirma, message envoyé. L'action était irréversible. La mèche était allumée et crépitait vers 20h30. Elle pencha la tête en arrière contre l'appui-tête, une seule larme froide traçant son chemin sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de libération. L'architecte avait dessiné son plan final. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre la démolition. Aurélia était une cathédrale de la richesse moderne, des plafonds vertigineux, un éclairage si subtilement tamisé qu'il rendait tout le monde intrigant, et le murmure bas et confiant de l'élite de Chicago. L'air sentait l'argent, le parfum coûteux et les pétoncles saisis. Julia choisit un tabouret à l'extrémité du lombard en marbre, une position qui lui offrait une vue parfaite et dégagée sur la salle à manger principale tout en lui permettant de se fondre dans l'ombre. Elle commanda un martini Ketelwan, sec avec une torsade. La boisson était froide, forte et brutalement propre, un reflet de son état d'esprit. Elle était un fantôme à la fête. Vêtue d'une robe noire simple mais élégante, les cheveux tirés en un chignon sévère, elle était invisible. Elle n'était plus Julia Davenport, la femme du PDG, qui aurait été conduite à une table de choix avec une révérence obséquieuse. Ce soir, elle n'était qu'une femme seule à un bar, sirotant un martini qui était une armure. Elle vérifia le téléphone portable dans son sac à main. 19h58, elle avait envoyé les documents préliminaires à l'équipe d'Adam Nova il y a des heures.
Maintenant, ils étaient une arme chargée qui attendait son signal. À 20 heures précises, ils arrivèrent. Grant était magnifique, un roi entrant dans sa cour. Il portait un costume sombre sur mesure qui rendait ses épaules plus larges, sa confiance rayonnant de lui comme une force physique. À son bras se trouvait Nicole Foster. Julia l'a reconnue instantanément grâce aux photos de la fête de fin d'année de l'entreprise, une jeune responsable marketing, jeune, ambitieuse, avec de grands yeux adorateurs. Elle était belle d'une manière prévisible, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, sa robe rouge moulant une silhouette affûtée par des heures passées dans une salle de sport exclusive. Le maître d'hôtel salua Grant par son nom, les conduisant à une banquette isolée dans un coin, la meilleure table de la maison, la même table qu'il avait toujours demandée pour les anniversaires de Julia et lui. La façon désinvolte et intime dont il plaça sa main sur le bas du dos de Nicole envoya un nouveau choc d'acide dans l'estomac de Julia. Elle prit une gorgée de son martini, la brûlure glacée étant une distraction bienvenue. De son point de vue, elle regarda la pantomime se dérouler. Elle vit le charme facile de Grant, la façon dont il se penchait, sa voix un grondement bas qu'elle pouvait imaginer mais pas entendre. Elle le vit faire signe au sommelier, commander une bouteille de vin dont elle savait qu'elle était obscènement chère. Elle regarda Nicole rire, la tête penchée en arrière, sa main flottant vers sa gorge. C'était un rire de triomphe pur et sans mélange. Elle avait pêché le plus gros poisson de la ville. Julia ressentit un étrange détachement clinique. La douleur brute et irrégulière de la trahison avait été cautérisée, laissant derrière elle une cicatrice dure et lisse. Il ne s'agissait plus de l'affaire. En les regardant, elle réalisa que l'affaire n'était qu'un symptôme d'une maladie plus profonde, le besoin insatiable de Grant d'adoration, de conquête, d'un monde qui tournait entièrement autour de ses désirs. Nicole Foster n'était pas une personne pour lui, elle était un trophée, une validation, un nouvel objet brillant pour remplacer celui dont il s'était lassé. Il tendit la main par-dessus la table et prit la main de Nicole. Il dit quelque chose qui la fit rougir. Puis il rit. C'était son rire public, celui qu'il utilisait pour les interviews de magazines et les réunions d'actionnaires, un son riche et retentissant conçu pour transmettre la puissance et le charisme. Le son qui autrefois mettait Julia en sécurité lui donnait à présent la chair de poule. C'était le son d'un mensonge. Elle serra le pied de son verre à martini, ses jointures blanchissant. Elle força ses doigts à se détendre, prenant une autre gorgée lente et délibérée. Elle n'était pas une femme regardant son mari la tromper. Elle était une observatrice regardant un prédateur dans son habitat naturel, ignorant que le réticule du chasseur se fixait directement sur son cœur. Chaque rire, chaque sourire charmeur, chaque regard intime qu'il partageait avec cette femme était un autre clou dans son propre cercueil. Il dînait au bord d'une falaise, inconscient de l'abîme béant à ses pieds. Le serveur apporta leurs entrées. Grant fit tournoyer son vin, le tenant à la lumière. Une performance parfaite d'un homme sans souci au monde. Il était intouchable. Il était invincible. Il était Grant Davenport. Julia sortit le téléphone jetable. L'écran brillait dans la faible lumière. 20h29, encore une minute. Son cœur commença à battre lentement et lourdement contre ses côtes. C'était le moment, l'instant final avant que le monde ne bascule sur son axe. Elle le regarda porter un verre à ses lèvres, ses yeux plissant au coin lorsqu'il sourit à sa maîtresse. Il était si totalement, complètement perdu dans son propre monde parfait et frauduleux. Elle ouvrit son dossier de brouillon. L'email était prêt. Un seul mot, maintenant. Son pouce plana au-dessus du bouton d'envoi. L'architecte, la stratège, le fantôme au bar. Elle jeta un dernier regard à son visage souriant et inconscient, et avec une finalité froide et claire, elle appuya sur envoyer. Le message fut envoyé. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. L'univers ne retint pas son souffle. Le murmure de conversation à Aurélia continua, le cliquetis des couverts contre la porcelaine, le doux bruit d'un bouchon de champagne de l'autre côté de la pièce. Grant et Nicole souriaient toujours, perdus dans leur bulle privée. Julia ressentit un éclair de doute, une peur vertigineuse que tout cela n'ait servi à rien. Peut-être que Nova avait perdu son courage. Peut-être que ses sources étaient restées muettes. Puis son propre téléphone jetable vibra silencieusement dans sa main. Ce n'était pas un message de Nova. C'était une notification push. L'impulsion du marché source. Son pouce, glissant de sueur, tapa sur le lien.
L'écran illumina une page blanche et austère avec un titre noir en gras qui semblait crier même dans le texte silencieux, le PDG de Vance Innovation, Grant Davenport, impliqué dans un vaste système de détournement de fonds. Des sources révèlent un grand livre parallèle, des comptes offshore. En dessous, l'article commença à exposer le stratagème avec une précision chirurgicale et brutale. Il y avait une image scannée du document même qu'elle avait envoyé, le virement de 7 millions de dollars à argent. L'écriture d'Adam Nova était impitoyable, un assaut rapide de faits et de chiffres qui dressait un portrait accablant de la cupidité et de la tromperie des entreprises. Julia leva les yeux de son téléphone vers la table de Grant. Son cœur était un oiseau frénétique battant contre la cage de ses côtes. Elle garda les yeux fixés sur son téléphone, qui était posé face vers le haut sur la nappe de lin blanc à côté de son verre à vin. Ça arriva. Un seul bip discret. L'écran s'alluma. Grant, en pleine anecdote, l'ignora. Puis un autre bip, et un autre. Une cascade de notifications commença. Une avalanche numérique. Le téléphone commença à vibrer sans arrêt, un bourdonnement frénétique et insistant contre le bois poli de la table, comme un insecte piégé. « Mon Dieu, tu attends un appel ?» demanda Nicole, son sourire hésitant avec agacement face à l'interruption. « Non » répondit Grant, ses propres sourcils froncés d'irritation. Il ramassa le téléphone, son pouce glissant sur l'écran pour le faire taire. Et puis il vit. Julia regardait à 10 mètres de distance, mais elle pouvait voir toute l'histoire se dérouler sur son visage. L'agacement initial se transforma en confusion. Ses yeux se plissèrent, scrutant l'écran. Son sourire disparut, remplacé par un air d'incrédulité abasourdi. Il fit défiler, son pouce bougeant frénétiquement. Et puis la couleur s'échappa de son visage. Ce n'était pas un changement progressif. C'était comme si un interrupteur avait été basculé, laissant derrière lui un masque cireux et pâle d'horreur pure. Tout son corps se raidit, sa main serrant le téléphone si fort qu'elle pensa que l'appareil pourrait se briser. Il fit un son étouffé et gargouillant. Son autre main, qui était posée sur la table, heurta son verre à vin. Du vin rouge éclaboussa sur le bord. Une tache sombre, ressemblant à du sang, s'étendant sur le tissu blanc immaculé. Il ne le remarqua même pas à Grant. « Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu as vu un fantôme. » La voix de Nicole était perçante, mêlant inquiétude et impatience. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, grands ouverts de terreur si profonde qu'elle semblait aspirer tout l'air de l'espace autour de lui. Il n'était plus dans le restaurant. Il était ailleurs, dans un endroit de panique en chute libre. La bulle de sa soirée parfaite, de sa vie parfaite, venait d'être percée par une lance numérique. Il leva les yeux, son regard balayant frénétiquement le restaurant, un animal acculé cherchant la source de l'attaque. Ses yeux étaient sauvages, aveugles. Pendant une seconde à couper le souffle, son regard passa directement sur Julia, mais il n'y eut aucune reconnaissance. Il cherchait une menace, un ennemi qu'il pouvait voir et combattre. Il cherchait un autre titan, un autre raideur d'entreprise. Il ne regarda jamais la femme silencieuse et invisible au bar. L'idée que l'architecte de sa ruine puisse être sa propre femme dépassait tellement sa compréhension qu'elle restait complètement cachée à la vue de tous. Julia prit une gorgée lente et délibérée de son martini. Le gin était insipide, le liquide froid une simple sensation dans sa gorge. Elle ressentit un sentiment glaçant et exaltant de puissance. Avec un simple email anonyme, elle avait tendu la main dans sa cage dorée et avait arraché le monde sous ses pieds. Il était un maître de l'univers il y a un instant. Maintenant, il n'était plus qu'un homme regardant un petit écran lumineux, regardant tout son monde brûler jusqu'au sol en temps réel. Le murmure tranquille du restaurant n'était plus que le bruit de fond de son effondrement silencieux et hurlant. Le sort d'horreur silencieuse qui retenait Grant captif fut brisé par la fureur incessante et bourdonnante de son téléphone. C'était comme si le monde entier essayait de se frayer un chemin dans sa cabine isolée. Il arracha finalement les yeux de l'écran, son visage un masque grotesque de panique. Il regarda Nicole, mais son regard la traversa. « Je dois passer un appel » balbutia-t-il, les mots pâteux dans sa gorge. Il tâtonna pour trouver son portefeuille, jetant une poignée de billets de 100 $ sur la table, bien plus que le repas ne valait. C'était un geste de fuite pur et irréfléchi. Avant même que Nicole puisse formuler une question, il s'enfuit. Il repoussa sa chaise si fort qu'elle gratta bruyamment contre le sol en pierre, le son discordant faisant tourner les têtes aux tables voisines. Il courut pratiquement vers le grand hall du restaurant, son téléphone collé à son oreille.
Julia, depuis son perchoir au bar, sortit calmement son propre téléphone personnel, pas le jetable. Elle navigua vers son application de suivi des actions et tapa le symbole boursier de Davenport Dynamics, DVN. Le marché avait fermé il y a des heures, mais le trading après la fermeture était un référendum brutal et immédiat sur les dernières nouvelles. Les chiffres étaient catastrophiques. L'action, qui avait clôturé à un solide cent 82 $ l'action, était en chute libre. Une ligne rouge verticale pure plongeant dans un abîme, en baisse de 15%, puis de 25%. Rafraîchir. En baisse de 40%. Des milliards de dollars de capitalisation boursière, de sa valeur nette, des fonds de retraite de ses employés, s'évaporaient à chaque seconde qui passait. Chaque tic vers le bas était un coup de marteau, brisant un autre morceau de l'empire qu'il avait construit sur le sable. Elle ressentit une sombre satisfaction à voir les chiffres abstraits se traduire en une destruction très réelle et très tangible. Pendant ce temps, un nouveau drame se déroulait dans le hall. Nicole Foster, laissée à l'abandon au milieu de l'épave de leur dîner romantique, voyait maintenant ses propres notifications. Son visage, qui avait été un portrait de perplexité, se durcissait maintenant d'une horreur et d'une fureur naissante. Elle attrapa son sac à main et le suivit en trombe. Julia avait une ligne de mire dégagée. Elle regarda Nicole confrontée grande près de l'entrée du restaurant. L'atmosphère feutrée et élégante d'Aurélia ne s'étendait pas à leur confrontation. « Grant, qu'est-ce qui se passe ?» cria Nicole d'une voix aiguë et perçante. « Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mon patron, mes parents, ils m'envoient tous cet article. » Grant se tourna vers elle, son masque de charme et de contrôle soigneusement entretenu ayant complètement disparu, mis à nu pour révéler l'homme hargneux et terrifié en dessous. Sa voix, lorsqu'il parla, était un sifflement venimeux. « Ça ne te regarde pas, cracha-t-il, le visage déformé. C'est une attaque d'entreprise, un mensonge. Reste en dehors de ça. Restez en dehors de ça, hurla-t-elle, sa voix attirant plus de regards. Ma photo est dans l'article, Grant, à côté de la tienne. Il dit que j'étais avec toi ce soir. Pour la première fois, il sembla vraiment la voir, non pas comme un ornement, mais comme un passif. Ses yeux étaient froids, totalement dépourvus de l'affection qu'il lui avait prodiguée il y a à peine 10 minutes. « Alors tu as été stupide de te montrer avec moi, dit-il, chaque mot étant un éclat de glace. Il la bouscula, non pas avec une douce poussée, mais avec une force brutale et méprisante qui la fit trébucher d'un pas en arrière. Il franchit les portes tournantes et disparut dans la nuit de Chicago, la laissant seule dans le hall, le visage réduit à un gâchis froissé de choc, d'humiliation et de terreur. Les chuchotements des autres clients étaient maintenant audibles, une marée montante de commérages et de spéculations. L'étoile de Nicole Foster s'était levée et était tombée au cours d'une seule soirée. Son raccourci vers le sommet avait mené directement du bord d'une falaise. Julia regardait, son expression illisible. Elle ne ressentait aucune pitié pour la jeune femme. Nicole avait fait un pari calculé, et il s'était retourné de façon spectaculaire. Elle était un dommage collatéral dans une guerre dont elle n'avait même pas su qu'elle était menée. Lentement, délibérément, Julia posa son verre à martini vide sur le bar. Elle glissa un billet de 50 $ de son sac à main et le déposa soigneusement sur le comptoir en marbre. Elle se leva, ses mouvements gracieux et sans hâte. En se dirigeant vers la sortie, elle croisa la silhouette toujours figée de Nicole, qui fixait maintenant le vide tandis que des larmes coulaient sur son visage. Julia ne lui jeta même pas un coup d'œil. Sortant dans l'air frais de la nuit, elle prit une profonde inspiration. Les lumières de la ville du magnifique Smile se brouillèrent devant ses yeux. C'était fait. La première étape de la démolition était terminée. La fondation était brisée. Les murs s'écroulaient. Maintenant, il ne restait plus qu'à affronter l'homme enterré sous les décombres. Le trajet de retour était surréaliste. La route familière à travers les artères scintillantes de Chicago et vers les pelouses soignées du North Shore ressemblait à un voyage à travers un pays étranger. Les lumières de la ville, habituellement une source de confort et de beauté, semblaient criardes et moqueuses. Julia conduisait mécaniquement, les mains fermes sur le volant, son esprit un étrange mélange de choc engourdi et de clarté cristalline. Elle avait allumé un brasier et conduisait maintenant calmement en son cœur. La maison était sombre à son arrivée, à l'exception d'une seule lumière de sécurité illuminant la façade froide et moderne. Elle ressemblait moins à une maison qu'à un mausolée, un monument à un mariage mort. Elle gara la voiture dans le garage à côté de la place vide de Grant et entra dans la cuisine silencieuse. Elle n'alluma pas les lumières.
Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait la disposition de cette cage dorée par cœur. Elle se versa un verre d'eau, le liquide frais faisant peu pour étancher la sécheresse dans sa gorge. Et puis elle attendit. Elle ne fit pas les 100 pas. Elle ne se tordit pas les mains. Elle s'assit sur l'un des canapés design brutalement inconfortables dans le salon caverneux, une pièce construite pour divertir des centaines de personnes, mais qui avait toujours semblé vide, même avec 2 personnes à l'intérieur. Elle s'assit dans le noir, une sentinelle silencieuse, et attendit que le roi revienne dans son château en ruine. Il était presque 2 heures du matin quand il arriva enfin. Le bruit de sa voiture déchirant l'allée était violent, le moteur rugissant avant d'être coupé brusquement. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, claquant contre le mur intérieur. Grant entra en titubant, un homme complètement ravagé. Sa cravate avait disparu, sa chemise déboutonnée au col, son visage pâle et hagard sous le clair de lune filtrant à travers les baies vitrées. Il ressemblait à un homme qui avait regardé dans l'abîme et l'avait vu le regarder en retour. Il la vit alors, une silhouette dans l'obscurité. Il se figea. « Toi, souffla-t-il. » Le mot n'était pas une question. C'était une accusation, lourde d'une certitude horrifiée naissante. Il s'approcha d'elle en traînant les pieds, ses mouvements saccadés, désordonnés. Il alluma une lampe, et la soudaine flaque de lumière l'exposa complètement. La puissance, le charisme, l'aura invincible avaient disparu, mis à nu. Il ne restait plus que de la rage brute et non diluée et une terreur si profonde qu'elle le faisait trembler. Il ne demanda pas pourquoi. Il ne s'excusa pas. Il attaqua. « Tu as fait ça, siffla-t-il, sa voix craquant. Tu nous as ruinés. Tout ce que j'ai construit pour nous. Pour notre avenir. Tu l'as réduit en cendres. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur? » Julia resta parfaitement immobile, les mains posées sur ses genoux. Elle leva les yeux vers lui, son regard ferme et sans crainte. « Une erreur ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Vous appelez des années de fraude systématique une erreur? Voler à vos propres employés, à vos actionnaires, aux personnes qui vous faisaient confiance? Vous appelez ça une erreur? Ce n'était que des chiffres sur une page, rugit-il, gesticulant sauvagement. C'était ce que je devais faire pour nous maintenir au sommet, pour construire ça. Tu ne comprends pas? Ce monde ne récompense pas la prudence. Il récompense la vision. Il récompense les hommes qui sont prêts à prendre des risques. Dans sa tirade frénétique et auto-justificatrice, sa véritable motivation fut mise à nu. Il ne s'agissait pas de subvenir à ses besoins ou de construire un avenir. Il s'agissait de son propre ego monumental, de sa terreur profonde d'être considéré comme ordinaire, d'échouer. C'était un homme si désespéré d'être un titan qu'il était devenu un criminel, et il ne pouvait même pas voir la différence. « Tu n'as pas construit ça, Grant, dit-elle, sa voix tranchant sa rage comme un scalpel. Tu l'as volé. Et pendant tout ce temps, tu as confondu mon soutien avec de la stupidité. Tu pensais que la femme silencieuse qui organisait ta vie et organisait tes dîners n'était pas assez intelligente pour voir la pourriture en dessous. C'était ton erreur. » Une fureur primitive brilla dans ses yeux. Il se jeta sur elle, les mains serrées en poing, le visage un masque de haine. Pendant une seconde fugitive, la vieille peur, la réponse conditionnée d'une femme habituée à ses humeurs, vacilla en elle. Mais elle mourut aussi vite qu'elle était venue. Il s'arrêta net, à seulement 30 centimètres d'elle, arrêté non pas par une barrière physique, mais par l'expression sur son visage. Il ne vit aucune peur dans ses yeux, aucune larme, aucune supplication. Tout ce qu'il vit, c'était une pitié calme et profonde et une détermination inébranlable. À ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Les menaces, la colère, le charisme, tout son arsenal était inutile. Il se dégonfla. La rage s'échappa de lui, laissant derrière elle un homme creux et brisé. Il tituba en arrière et s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. « Ma vie est finie, murmura-t-il, les mots étouffés d'apitoiement sur lui-même. Julia se leva. Elle baissa les yeux sur l'homme qui avait été son mari, maintenant juste un étranger recroquevillé dans les ruines du monde qu'il avait créé. « Non, Grant, dit-elle, sa voix dépourvue de méchanceté, mais pleine d'une finalité indéniable. Ta vie de mensonge est finie. Il y a une différence. » Elle se tourna et sortit de la pièce, le laissant seul dans la flaque de lumière unique. Un roi sur un trône vide, enfin contraint de faire face à la vérité. 6 mois plus tard,
Le soleil de midi inondait un atelier lumineux et aéré dans le West Lobe de Chicago. Le parfum du café frais et du papier à dessin emplissait l'air. Des maquettes architecturales de projets de logements durables et à faible revenu bordaient les étagères, et de vastes plans étaient étalés sur une immense table à dessin. Dans le coin, une petite télévision était réglée sur une chaîne d'information financière, le volume baissé. La voix du présentateur était un drone professionnel racontant le chapitre final d'une histoire qui avait autrefois ébranlé la ville. Sur l'écran, une silhouette hagarde et diminuée était conduite hors d'un tribunal fédéral. Grant Davenport avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Son costume coûteux était mal ajusté à son corps plus mince. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, et ses yeux étaient creux. Le titan arrogant avait disparu, remplacé par un homme vaincu, menottes au poignet, plaidant coupable à 10 chefs d'accusation de fraude électronique et de détournement de fonds. Le présentateur rapporta, dans le cadre d'un accord avec les procureurs, l'ancien PDG de Davenport Dynamics, Grant Davenport, a été condamné à 15 ans de prison fédérale. L'effondrement du géant technologique a été l'une des chutes d'entreprise les plus rapides et les plus spectaculaires de mémoire récente. Le reportage passa à une autre image, celle d'une femme se précipitant devant un groupe de journalistes, le visage caché par des lunettes de soleil et une écharpe. Évitant également les poursuites, la cadre junior Nicole Foster poursuivit le présentateur, qui est devenu un témoin coopérant clé pour le gouvernement, renvoyé de son poste et faisant face à de multiples poursuites civiles de la part des actionnaires. La carrière de Madame Foster serait en cendres. La caméra dans l'atelier s'éloigna de la télévision. Julia Davenport regarda l'écran un instant de plus, son expression illisible. Il n'y avait aucun triomphe, aucune jubilation. Il n'y avait qu'un sentiment paisible de clôture, comme refermer la dernière page d'un livre long et difficile. Elle prit la télécommande et éteignit la télévision, plongeant la pièce dans un silence paisible, uniquement rompu par le ronronnement de son ordinateur. Elle prit une gorgée de son café, son regard se posant sur les plans devant elle. Elle avait vendu le manoir du North Shore et tout ce qu'il contenait, utilisant sa part des actifs antérieurs au scandale pour démarrer sa propre petite firme d'architecture, Phoenix Design. Elle avait emménagé dans un loft modeste mais magnifique à quelques pâtés de maison, un espace rempli de lumière, de plantes et de ses propres créations. Son téléphone sonna, une tonalité joyeuse et optimiste qui lui était propre. Julia Davenport, répondit-elle d'une voix claire et confiante. Elle écouta un instant, un sourire se répandant sur son visage. C'est une nouvelle fantastique, conseiller. Oui, l'approbation de la ville sur la dérogation de zonage est le dernier obstacle. Nous pouvons commencer les travaux le mois prochain. Bien sûr, j'enverrai les plans révisés cet après-midi. Merci. Elle raccrocha, un sentiment de satisfaction profond s'installant en elle. Elle faisait ce qu'elle avait toujours voulu faire, ce qu'elle avait sacrifié pour l'ambition de Grant. Elle construisait des choses, pas des monuments à Lego ou des châteaux de fraude, mais des maisons, de véritables structures avec un but et une intégrité. La question dramatique centrale de sa vie, à savoir si elle resterait une ombre ou entrerait dans sa propre lumière, avait trouvé sa réponse. Grant était emprisonné par les conséquences de sa cupidité. Nicole était une note de bas de page dans son scandale, ses propres ambitions l'ayant mené à sa perte. Et Julia était libre. Elle se dirigea vers la grande fenêtre industrielle qui donnait sur la ville. La ligne d'horizon de Chicago s'élevait devant elle, un témoignage de l'ambition, de la résilience et du design humain. Pendant des années, elle avait regardé cette ville et ne l'avait vue que comme la toile de fond du royaume de Grant. Maintenant, elle la voyait pour ce qu'elle était, un paysage de possibilités, un endroit où les choses étaient démolies et de nouvelles et meilleures choses étaient construites à leur place. Elle n'était plus la femme d'un titan. Elle était l'architecte de sa propre vie, enfin en paix avec un plan propre et un ciel illimité devant elle.